Ok, donc j'espère que la partie introduction a été assez claire, parce que là, on va vraiment entrer dans le vif du sujet sur comment conduire de la diligence raisonnée en pratique. Euh, on va détailler vraiment ces 3 étapes que sont l'accès à l'information, l'étape d'évaluation et l'étape d'atténuation. Elena vous a montré un diagramme un peu circulaire. On a tendance à présenter les choses de manière assez linéaire entre ces 3 étapes, mais en vrai, gardez à l'esprit que la première phase d'accès à l'information peut donner lieu à l'étape d'évaluation et on peut retourner vers un besoin de collecte d'informations avant de retourner vers son évaluation, peut-être mettre en place des risques, puis évaluer de nouveau qu'est-ce que les actions d'atténuation des risques ont donné. Donc gardez en tête que c'est un processus un peu plus circulaire avec beaucoup d'aller-retour entre ces différentes actions, on va dire, plus que étapes. Tout ça pour dire que restez avec nous jusqu'à la fin de la présentation et normalement tout devrait être assez clair, j'espère bien. Et je dirai à la fin quelques mots sur la certification forestière et son utilisation dans un système de diligence raisonnée. On va donc commencer par l'action de collecte de l'information, l'accès à l'information. Tout d'abord, le RBE définit certaines informations obligatoires. Et nous allons commencer encore une fois par un petit sondage pour un peu voir si vous avez une petite idée déjà de quelles sont les informations obligatoires. Laissez-moi lancer la petite question. Ok, je pense qu'on peut partager les résultats. Comme on peut voir, il y a quand même pas mal de réponses assez sûres sur la plupart des éléments et pas beaucoup de réponses sur les propriétés physiques du bois. Alors, comme on va le voir, effectivement, voici la liste des informations qui, selon la réglementation européenne, doivent toujours être connues et documentées. Les 4 premiers éléments sont des éléments relativement faciles à collecter parce qu'ils sont habituellement collectés pour des raisons commerciales et pour les pratiques commerciales en cours. Les opérateurs doivent collecter des informations sur l'identification, donc la description des produits qu'ils placent sur le marché, la quantité de ces produits qu'ils vont placer sur le marché européen, l'identité de leurs fournisseurs directs, du niveau 1, et enfin l'identité de leurs acheteurs, sauf s'ils vendent aux consommateurs finaux. Donc ça, c'est les 4 éléments relativement simples à mettre en œuvre. Ensuite, on a 2 éléments qui sont rendus obligatoires par la réglementation, qui sont l'identification des espèces contenues dans les produits bois, de toutes les espèces contenues dans un certain produit bois. Dans certains cas, le nom scientifique peut être obligatoire. On va y revenir dans les slides suivantes. Et également le pays d'origine, au minimum le pays d'origine, donc là où a été récolté le bois qui est contenu dans les produits qui sont placés sur le marché. Pareil, dans certains cas, il sera obligatoire d'identifier la région ou la concession d'origine, mais le minimum dans tous les cas, c'est d'identifier le pays de récolte. Donc là déjà, essence et origine, c'est un peu plus complexe, c'est pas forcément évident dans tous les cas. Et enfin, en rouge, vous voyez, puisqu'on monte en complexité, il faut également collecter tout document ou information qui indique la conformité légale. Et ça va changer au cas par cas. Et ça va être quelque chose de très important à faire et un peu plus complexe à déterminer. Pourquoi est-ce que ça change au cas par cas? Eh bien parce que la législation, elle n'est pas la même, comme a dit Léna, selon les pays. Chaque pays a sa propre législation. Voire dans certains cas, ça peut être au niveau d'États fédérés ou d'autres niveaux. Vous allez voir qu'on va beaucoup parler à l'échelle des pays parce que c'est quand même de manière générale l'unité de base pour la législation. C'est pas forcément le cas partout, mais en tout cas, on prend quand même cette unité, ce niveau, on va dire. Donc, la législation n'est pas la même partout et le degré d'application de la loi n'est pas aussi le même partout. Et donc, l'étendue de cette collecte d'informations et de documents supplémentaires, elle va dépendre principalement de quelle est la législation en place et quel est le niveau de risque que cette législation ne soit pas appliquée. C'est important de se souvenir que l'objectif de la collecte de documents, c'est bien d'identifier
s'il y a des risques de violation de la loi et où ils se trouvent, de pouvoir potentiellement atténuer les risques identifiés au travers de la collecte d'informations et de documents, pour enfin conclure un faible risque de violation de la loi, dans l'idéal. La question, combien d'informations j'ai besoin, combien de documents, est-ce que si j'ai tous ces documents, ça suffit? C'est pas vraiment la question la plus appropriée. Parce que la collecte de documents n'est pas une fin en soi. C'est pas plus vous avez de documents, plus c'est OK, et moins il y a de risques. Il faut toujours garder en tête, surtout pour s'économiser et avoir une action la plus efficace possible, que la collecte de documents et d'informations doit répondre à l'objectif d'évaluation des risques et d'atténuation des risques. La question la plus pertinente, c'est plutôt quelles informations et documents sont pertinents pour moi, pour mon analyse de risque. Et ça amène à se poser des questions comme qu'est-ce que nous apprend un document, quel est son but, pourquoi il existe, et comment est-ce qu'il témoigne du respect de la législation forestière qui est en place. La cartographie des chaînes d'approvisionnement, c'est pas quelque chose qui est rendu obligatoire par le RBUE. Il vous dit pas vous devez cartographier vos chaînes d'approvisionnement, mais c'est une étape qui est quand même indispensable et un bon point de départ. Si vous voulez identifier le pays de récolte de votre bois, ce qui est une obligation, vous allez devoir faire cet exercice initial de cartographie de vos chaînes d'approvisionnement et de traçabilité du circuit commercial du bois pour remonter jusqu'au pays de récolte. C'est dans cet exercice de cartographie qu'il peut être intéressant, voire important parfois, de demander des documents de vente ou de transport comme preuve du lien commercial qui vous a été déclaré. C'est assez important de faire cette distinction entre la collecte de documents pour valider une chaîne d'approvisionnement et donc confirmer un pays, voire une région ou une concession d'origine du bois, et la collecte de documents pour atténuer d'autres risques d'illégalité. Parfois, on va demander des documents de vente, pas forcément pour atténuer un risque d'illégalité, mais simplement pour se rassurer que le pays d'origine ou la forêt d'origine qu'on nous a déclarée est effectivement bien la bonne, et bien celle qui nous fournit des produits bois. De manière générale, l'exercice de cartographie des chaînes d'approvisionnement, il peut permettre d'identifier déjà pas mal d'informations et d'avoir une idée assez globale de la chaîne d'approvisionnement. On peut récolter des informations notamment sur les différents composants du produit. On peut décortiquer un peu le produit final, de quoi il est composé. Souvent, ça va mener à plusieurs chaînes, enfin une subdivision, on va dire, de la chaîne d'approvisionnement. Il peut y avoir plusieurs espèces. Il peut y avoir plusieurs processus industriels en place. C'est assez important parfois de déterminer quels sont-ils et où sont-ils. Et enfin, il peut y avoir des itinéraires physiques qui sont un peu différents des itinéraires financiers ou commerciaux. Et également, il peut y avoir des déclarations de certification tout au long de la chaîne qui peuvent parfois même changer entre les maillons de la chaîne. Alors là, vous avez sur la droite un petit visuel assez simplifié de ce que peut être une chaîne d'approvisionnement avec seulement 3 forêts, 2 scieries et puis une usine finale, un commerçant et le distributeur. En vrai, une chaîne d'approvisionnement, souvent, ça ressemble plutôt à ça. Donc, ça peut être extrêmement important de bien prendre le temps de faire cet exercice de cartographie. Souvent, il y a un certain niveau de complexité sur tous les produits qui rentrent dans la composition d'un produit final. Juste pour mentionner aussi que vous avez plusieurs types de visuels où vous pouvez faire cette cartographie-là de manière assez différente. Parfois, le plus simple en première étape, c'est de prendre un papier et un stylo, surtout quand on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, combien d'usines on va trouver, combien de forêts on va trouver. Donc voilà, vous pouvez faire des visuels sur PowerPoint, vous pouvez faire à la main avec un papier et un stylo. Vous avez aussi possibilité de faire ça sous des tableaux Excel. C'est un peu complexe, mais c'est tout à fait faisable de cartographier des chaînes d'approvisionnement sous Excel. On en parlera dans la présentation numéro 3. On a des matrices disponibles, de base disponibles qui peuvent être adaptées, qui ne sont pas parfaites et qui ne vont pas s'ajuster à tout le monde de manière parfaite, mais qui peuvent vous servir de base si vous avez envie de développer des tableurs pour cartographier vos chaînes d'approvisionnement. Voilà, donc juste pour dire qu'il n'y a pas une seule bonne manière de faire et que en fonction de la taille et de la complexité des chaînes d'approvisionnement,
Vous allez potentiellement choisir des outils ou des formes de visualisation différentes. Au-delà de collecter toutes ces informations essentielles et obligatoires en commençant par faire la cartographie de vos chaînes d'approvisionnement, cette action de collecte de l'information, il est aussi important de se poser la question de l'intégrité de l'information que vous allez collecter. L'intégrité de l'information, ça recouvre les questions sur la fiabilité des informations que vous récoltez et des documents que vous récoltez, sur vous, votre exigence en termes de niveau de preuve et d'évidence, également les questions de validité des documents, question de cohérence entre les documents et enfin question de corruption. Je vais aller dans le détail sur chacun de ces points. Le niveau de preuve que vous allez demander, il dépend un petit peu du cas par cas. Et ça, c'est un peu à chacun d'estimer, de faire le calcul sur j'ai récolté telle information, est-ce que je veux un document qui vient prouver cette information? Est-ce que je veux 2 documents qui viennent prouver cette information? Est-ce que je veux plus de documents qui prouvent cette information? Ou est-ce que je veux un document et diversifier et croiser cette information avec d'autres sources qui vont venir confirmer ce que j'ai récolté comme information? Ça, c'est un peu du cas par cas. C'est possible que dans un cas, on vous donne une déclaration avec une liste d'essence et que vous décidiez que vous avez assez confiance dans cette liste parce que tout est cohérent pour ne pas demander plus de preuves. Inversement, dans certains contextes un peu plus compliqués, peut-être que vous allez demander 3 preuves différentes pour valider la même information. Ça va dépendre vraiment du cas par cas. Mais c'est important de se poser la question sur j'ai cette information, quel est mon niveau de confiance sur le fait qu'elle est véridique. Le test de points de laboratoire, j'en reparlerai un peu dans les mesures d'atténuation, mais c'est en soi une manière de confirmer, de valider des informations sur soit les essences qui sont contenues dans un produit, soit les régions d'origine du bois qui est contenu dans un produit. Ça peut être une manière de croiser les informations, de vérifier quelque chose que l'on vous a déclaré. Donc il y a plusieurs différents tests qui sont disponibles avec les laboratoires. Mais en général, c'est soit pour vérifier les essences, soit pour vérifier les origines. Désolée, certains de nos visuels sont en anglais, mais je vais faire mon possible pour les traduire. La fiabilité, vous pouvez aussi croiser des informations si vous en estimez que le besoin par d'autres sources, des sources autres que les documents que vos fournisseurs vont vous donner. Ça peut être consulter des experts, consulter les parties prenantes, se renseigner en lisant des rapports qui traitent du sujet ou du pays ou du secteur dans lequel vous évoluez. Ça peut être aller directement sur le terrain et ça peut être différents types de rapports, on va dire, soit de tierces parties comme les ONG, mais aussi des rapports officiels par les administrations compétentes ou les administrations judiciaires, etc. Donc, bien garder en tête que croiser l'information, c'est pas forcément croiser l'information entre les documents qu'on vous fournit, ça peut être aussi croiser les informations avec d'autres sources externes. Voilà pour la partie un peu, quel est mon niveau de confiance dans les informations. Vérifier la validité des documents qu'on vous fournit, c'est aussi assez important. Alors bien sûr, vous n'allez pas pouvoir vérifier ça dans 100% des cas. L'idée, c'est plutôt de garder l'esprit ouvert et un œil vigilant, on va dire, sur la possibilité qu'on vous donne des documents qui ne sont pas valides. Vérifier les dates d'émission, ça peut être un bon moyen. Si par exemple, on vous donne un permis forestier qui date de 2005, vous pouvez peut-être vous questionner sur sa validité aujourd'hui en 2021. Vérifier la présence de signatures et de tampons officiels, c'est aussi quelque chose qui peut être assez facile et qui peut indiquer, si vous voyez qu'il y a une absence de cette validation officielle, qui peut indiquer que ce n'est pas un document authentique. Le format, le modèle du document utilisé peut être aussi une indication. Si un permis forestier a toujours le même format et qu'on vous donne un qui utilise un format différent, ça peut être une indication que quelque chose ne va pas. Et enfin, ce n'est pas le cas pour tout, mais il y a pour certains documents des bases de données en ligne qui sont disponibles et accessibles à tous et sur lesquelles vous pouvez vérifier l'authenticité d'un document qu'on vous donne. On donnera quelques exemples dans la présentation numéro 3. Mais voilà quelques astuces pour regarder l'authenticité d'un document. Vous voyez s'afficher ici 2 exemples où clairement c'est assez visible, il n'y a pas besoin de creuser trop.
pour déterminer qu'il y a certains champs sur ce document qui ont été effacés et remplacés par quelque chose d'autre. Ça, c'est des cas qu'on a, je crois que c'est basé sur des cas réels, des documents qui ont été communiqués par les fournisseurs. Ça n'explique pas pourquoi ils ont fait ça, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous devez être en mesure de détecter si on vous donne des documents qui ressemblent à ça. Il y a des cas peut-être un peu moins évidents, comme celui que je vous projette maintenant. Je vais faire un petit sondage pour voir si vous arrivez à détecter quelque chose qui n'irait pas sur ce document ou qui pourrait indiquer qu'il a été modifié et que les informations ne sont pas authentiques. Je vais le laisser juste encore 5 secondes et puis je vais je vais lancer le sondage. Alors, il n'y a pas de piège, hein. Si vous ne voyez pas, ce n'est pas très grave. Est-ce que vous avez vu quelque chose d'étrange dans ce document? Ok, je pense qu'on va pouvoir... Oui, ok, montrons les réponses. Donc là, c'est un cas un peu plus mélangé. On a de oui, non, pas sûr, pas tout à fait égal, mais un petit peu mieux réparti. Effectivement, c'est un cas un peu moins visible. Mais une fois qu'on a vu, il devient difficile de ne plus le voir. Si vous regardez attentivement les lignes, je vais essayer de prendre mon laser, les lignes continues décrochent. Vous avez des petites marches à plusieurs endroits du document qui indiquent clairement qu'il y a un chiffre qui a été remplacé par un autre chiffre. Donc ça peut être encore un autre exemple de cas où un document a été modifié par quelqu'un qui indique que ce n'est pas un document authentique et qui est un peu moins visible, mais qui est quand même visible et qui, une fois qu'on l'a vu, ça devient difficile de ne plus le voir. Voilà pour les exemples de falsification possible de documents. Le troisième point, qui est important à prendre en compte quand on fait de la collecte d'informations, c'est aussi la cohérence globale du lot de documents que vous allez recevoir. C'est assez important juste de vérifier, sans aller forcément dans les détails, par exemple sur les volumes, mais de vérifier que tout est cohérent entre tous les documents qu'on vous a donnés, par exemple les dates des documents. Par exemple, si le plan d'aménagement doit être validé avant la délivrance du permis, qui lui va être délivré avant le document de transport du bois, c'est important de vérifier que les dates soient aussi par ordre chronologique et que donc tout est bien cohérent et que les documents sont bien effectivement liés entre eux. Pareil pour les volumes. Il ne s'agit pas forcément de faire de la réconciliation des volumes entre toutes les entités de la chaîne. Il s'agit plus de faire attention sur si vous achetez des quantités, des milliers de mètres cubes d'un certain produit et que les permis fonciers qu'on vous donne sont applicables à quelques dizaines de mètres cubes. Vous pouvez vous poser la question sur la cohérence entre tous les documents et les informations qu'on vous a fournies. Même chose pour les dimensions, les qualités, ça peut être les espèces, les autorités de délivrance, etc. C'est assez important de se poser la question sur globalement mon lot d'informations et de documents, est-ce que tout est cohérent? Et enfin, le niveau de corruption dans certains pays, dans certaines régions, c'est aussi quelque chose qui est important de prendre en compte. C'est pas forcément, c'est plus un facteur qui va éclairer le degré de vigilance que vous voulez avoir sur les informations qu'on vous donne et sur l'analyse que vous allez faire. Plus qu'un facteur déterminant, c'est quelque chose que vous allez prendre en compte pour mesurer un peu combien d'éléments de preuve vous voulez récolter et où vous allez mettre votre curseur de confiance sur ce qu'on vous dit et de vigilance dans votre analyse de la chaîne d'approvisionnement. Encore une fois, voilà, on ne peut pas agir sur tout et on ne peut pas tout détecter. Les actes de corruption, notamment pour obtenir des documents, sont extrêmement difficiles à détecter, y compris pour les autorités dans les pays concernés. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est plus un facteur qui va éclairer votre analyse. Voilà pour la partie accès à l'information. Encore une fois, on a vu qu'il y avait un certain nombre d'informations obligatoires, que la cartographie des chaînes était quelque chose d'important justement pour accéder à ces informations obligatoires, qu'il fallait se poser des questions sur le niveau de confiance et de fiabilité des documents et des informations qu'on récoltait. Et qu'il y avait une partie des documents qui dépendait au cas par cas du pays.
Et là, c'est un exemple où vous allez sûrement devoir passer à la partie évaluation avant de retourner à la collecte d'informations. Parce que vous allez sûrement devoir vous poser des questions sur le pays d'origine afin de déterminer quels sont les documents valables dans ce pays d'origine que vous voulez demander, s'il faut les demander, bien entendu. Donc, on va voir dans une deuxième partie comment on fait et pourquoi on fait cette étape d'évaluation des risques. Je vous demande juste un instant, je vais boire un petit coup d'eau. Alors, on passe à cette, je l'appelle deuxième étape, mais encore une fois, ça peut être pas si linéaire que ça. Évaluer les informations obtenues, c'est la première étape. On les évalue, pourquoi? Pour identifier d'une part s'il y a des risques systémiques d'illégalité dans le pays de récolte. Encore une fois, ça peut être l'État fédéré ou ça peut être la région s'il y a des législations qui sont plus applicables au niveau des régions qu'au niveau des pays. Mais je vais parler de pays pour simplifier un peu. Donc, si dans un pays donné, la législation est telle et elle est bien appliquée sur tel point, tel point, tel point, et pas appliquée de manière consistante sur tel point, tel point, tel point, c'est ce travail-là d'identification que vous allez devoir faire dans un premier temps. Les 5 catégories légales qu'on a mentionnées dans la première présentation sont pertinentes et doivent être prises en compte. C'est assez vaste et c'est assez complexe. Dans un deuxième temps, vous allez aussi vous poser question sur s'il y a un risque au niveau du pays, est-ce que c'est applicable à ma chaîne d'approvisionnement? C'est ce qu'on appelle, c'est un peu une étape qu'on appelle la spécification des risques. On va aller du plus général, voilà les risques au niveau du pays, au plus détaillé. Est-ce que ces risques, ils sont vraiment pertinents pour ma chaîne à moi et dans mon cas précis? Cette étape de définition et de zoom, on va dire, sur votre cas particulier, c'est aussi quelque chose qui est nécessaire, qui sera nécessaire s'il y a des risques pour passer à l'étape suivante d'atténuation des risques. Il y a un dernier point qui est un peu à part, mais qui est tout aussi important, c'est celui d'identifier le risque que des matières inconnues rentrent dans votre chaîne d'approvisionnement. Donc, le risque qu'il y a un mélange. Parce que si vous faites une super analyse sur une chaîne d'approvisionnement et que vous avez vérifié jusqu'au niveau de la forêt qu'il y avait peu de risques d'illégalité, si au niveau de l'usine, il y a un mélange énorme qui est fait avec potentiellement du bois qui vient d'autres pays, eh bien votre analyse, elle est incomplète et la conclusion finale, elle n'est pas valable. Donc c'est important, et on va y revenir en détail, d'évaluer est-ce qu'il y a des risques de mélange tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Pour faciliter un peu ce travail, on peut diviser en plusieurs catégories et se concentrer, on va dire, sur plusieurs catégories larges pour identifier en particulier les cas particuliers qui doivent nous faire avoir un niveau de vigilance accru, et aussi pour identifier des cas potentiels d'exemption ou de risques concluants. Donc on peut regarder, d'une part, on peut se concentrer sur l'origine, sur les espèces, sur le commerce et le transport. Et enfin, toujours cet élément un peu à part de complexité de la chaîne d'approvisionnement qui va nous permettre d'évaluer s'il y a un risque de mélange avec du bois dont l'origine n'a pas été identifiée. Ce tableau, c'est un peu pour vous montrer les différentes étapes pour ces grandes catégories, origine, espèce, commerce, transport. On peut, dans certains cas, éliminer certains produits parce que soit ils sont à risque concluant, c'est-à-dire qu'en termes d'origine, ils ne devraient pas être importés dans l'Union européenne, quoi qu'il arrive. Il s'agit notamment du bois qui fait l'objet d'une interdiction de récolte ou de commerce, ça peut paraître assez logique, mais également du bois dont la vente peut se reporter sur le financement d'un conflit armé, et également du bois, du secteur bois qui fait l'objet de sanctions de l'ONU ou de l'Union européenne. Ça, c'est des cas où normalement un risque concluant devrait s'arrêter là et ne pas importer ce bois. Il y a également 2 cas où les produits sont exempts de diligence raisonnée. En ce qui concerne l'origine, ça va être le fait de disposer d'une licence FLEGT valide, et je vais y revenir dans les prochaines slides. Et en ce qui concerne les espèces, ça va être d'avoir une licence CITES.
Dans tous les autres cas, de toute façon, on va devoir se poser cette question sur la législation en place et sur la probabilité que cette législation ne soit pas complètement appliquée. Il y a encore une fois, pour toutes ces, une fois qu'on a éliminé les facteurs de risque concluants et les cas d'exemption, il y a aussi des cas particuliers qui doivent un peu tirer la sonnette d'alarme en ce qui concerne soit l'origine, soit l'essence, soit le commerce et le transport. Et c'est des cas, si vous voulez, où il y a une prévalence de commerce illégal de bois qui vont nous faire un peu dresser l'oreille et accroître notre niveau de vigilance sur notre chaîne. Ça va être certains pays d'origine, certaines espèces, certaines pratiques de commerce et de transport. Quoi qu'il arrive, on va quand même devoir se poser la question sur la législation en place de manière détaillée. Je vais commencer par parler des espèces. De nouveau, un petit sondage pour vous. Est-ce que le RBUE, selon vous, oblige à connaître le nom scientifique complet des essences? Ok, je pense qu'on peut fermer et partager les réponses. Donc là, on a un oui massif. On a un oui massif à 80%. Alors, qu'en est-il? Eh bien, théoriquement, le règlement n'oblige pas à avoir le nom scientifique. Il l'oblige seulement dans les cas où il y a une confusion possible avec le nom commun. Donc, dans un sens, vous avez raison parce que il est assez courant que le nom commun puisse porter à confusion dans les faits. On a ce petit exemple du chêne donc, qui est le plus flagrant, mais en vrai, quasiment toutes les essences ont des noms communs qui sont interchangeables, qui recouvrent plusieurs essences, ou une essence peut avoir plusieurs noms communs. Nous, voilà, notre approche Prefab by Nature, c'est de demander systématiquement le nom scientifique et de voir, voilà, si on ne peut pas l'obtenir, est-ce que ça peut porter à confusion ou non. Le nom scientifique, quoi qu'il arrive, il est aussi important pour d'autres choses. Il est important pour avoir accès à certaines bases de données, comme la base de données IUCN dont on parlera, et la base de données CITES, dans laquelle vous pouvez rechercher des informations sur les essences qu'en écrivant le nom scientifique complet. Obtenir des informations sur l'aire géographique de distribution du bois, c'est aussi plus facilement faisable avec le nom scientifique. Et enfin, donc, voilà, identifier le risque. Pour certaines essences, c'est très important d'avoir le nom scientifique pour justement évaluer le risque. Là, on a l'exemple du chêne où différentes espèces de chêne peuvent avoir des niveaux de risque complètement différents. Entre Quercus alba qui pousse au Canada et aux États-Unis, qui est relativement faible risque, et Quercus mongolica qui pousse notamment en Russie occidentale et à beaucoup plus haut niveau de risque de récolte illégale. Donc parfois, c'est extrêmement important d'avoir le nom d'essence scientifique justement pour pouvoir faire ce travail d'analyse de risque. Quelques exemples d'essences connues et documentées. Donc là, c'est les cas où ça ne veut pas dire que c'est illégal. Vous pouvez tout à fait avoir importé de l'IP et qu'il soit légal. C'est plus des essences où vous devez avoir un niveau de vigilance accru parce que justement, le commerce illégal de cette essence a été assez largement documenté. Donc on a l'IP, Kevazingo, le bois de rose par exemple, ou encore le chêne de Mongolie. Il y a quelques exemples de rapports. Encore une fois, c'est juste une indication qui doit vous faire accroître votre niveau de vigilance. Un petit mot sur la liste rouge de l'UICN. Bien garder en tête que l'IUCN, c'est une base de données qui indique l'état de conservation des espèces. Donc, c'est des évaluations scientifiques du risque d'extinction de certaines espèces et qui va accorder un statut. Donc, il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs statuts entre vulnérables, en danger, extrêmement en danger. Je ne sais plus en français exactement la traduction, jusqu'à complètement éteint dans la nature et tout court. En théorie, une naissance qui est en voie de disparition, elle peut être récoltée et commercialisée légalement. Encore une fois, c'est plus un drapeau rouge qui doit s'agiter parce qu'il est plus probable qu'une espèce en voie de disparition soit protégée par la législation, par la réglementation, par le plan d'aménagement que d'autres essences. Donc, c'est quelque chose qui doit encore une fois vous dire ah, je dois regarder plus attentivement cette essence-là. Le commerce et le transport.
Donc, on a vu les principaux éléments à garder en tête sur les essences. Il y a aussi quelques éléments assez importants à garder en tête sur le commerce et le transport, encore une fois, dans le pays de récolte du bois. Les différences de classification sur les documents de vente et de transport du bois sont un moyen assez connu et utilisé pour soit éviter de payer des impôts, donc on diminue les volumes pour payer moins de taxes ou d'impôts, ou dissimuler une récolte illégale. Et donc, encore une fois, c'est assez important d'être attentif aux différences dans la description des produits sur les documents commerciaux et sur les documents de transport. Ça peut être les essences, ça peut être la taille, par exemple la taille le diamètre des grumes ou les quantités. Ça, c'est quelque chose qu'il est bien de garder en tête. L'autre chose qu'il est bien de garder en tête, c'est la pratique des prix de transfert. C'est un peu plus rare, mais c'est quand même quelque chose qui peut arriver. L'utilisation illégale des prix de transfert correspond au fait pour une entreprise d'utiliser le commerce international pour éviter de payer ses impôts sur les bénéfices. Il s'agit en fait de baisser artificiellement les prix à l'export du bois depuis le pays de récolte, de manière à réaliser un profit artificiellement bas dans le pays de récolte et donc de payer moins d'impôts sur le profit puisque le profit est bas, et de vendre à plus bas prix, on va dire, à une filiale ou une société sœur dans un pays avec un régime fiscal avantageux, de manière à réaliser le maximum de profit dans ce pays. C'est une situation assez complexe, ce qui implique aussi de connaître un petit peu la réglementation fiscale. C'est quelque chose qui a été pas mal documenté pour les pays du bassin du Congo. Mais voilà, disons que ce qui est important, c'est peut-être de garder un œil sur la présence de pays paradis fiscaux dans la chaîne quand on fait la cartographie. Garder un œil sur aussi les sociétés, les filiales, la présence de 2 filiales qui se vendraient du bois. Et, voilà. Et si nécessaire, ça peut être assez compliqué, mais il peut être important de vérifier les prix de vente du bois. C'est pas un cas qui est très courant, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Voilà les deux éléments un peu à garder en tête qui peuvent agiter des petits drapeaux rouges en ce qui concerne le commerce et le transport. Je vais finir par l'origine du bois. Le premier élément, c'est peut-être revenir sur les 2 cas d'exemption, les 2 cas où un produit bois n'a pas à passer dans tout ce système de diligence raisonnée. Le premier cas, c'est les licences FLEGT. Pour rappel, l'Indonésie, c'est actuellement le seul pays qui est impliqué dans ce processus FLEGT et qui a signé un accord bilatéral avec l'Union européenne, qui s'appelle un APV, accord de partenariat volontaire. Et c'est le seul pays qui a atteint cette étape finale et qui peut officiellement délivrer des licences FLEGT. Dans le cas où un produit qui vient d'Indonésie est couvert par une licence FLEGT, il n'a pas à faire l'objet de plus de diligence raisonnée. On considère que le risque d'illégalité, il a déjà été vérifié en amont avant d'arriver sur le marché européen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques étapes de vérification en amont quand même. Il faut quand même vérifier que le pays est bien capable de délivrer une licence FLEGT, que le produit est bien inclus dans la portée de cet accord bilatéral et que la licence, elle est valide. Une fois qu'on a fait ces petites vérifications, on peut importer sans appliquer plus de diligence raisonnée. Pour info, le Vietnam est apparemment, dans les dernières étapes, est apparemment assez proche de pouvoir délivrer des licences FLEGT. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas de visibilité sur à quel moment il sera en mesure de le faire. Il y a aussi beaucoup de pays, notamment en Afrique francophone, qui sont impliqués dans ce processus. Pareil, on ne sait pas vraiment encore quand est-ce qu'ils seront en mesure de délivrer ces licences. Actuellement, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est seulement l'Indonésie. Encore une fois, aussi, pour conclure là-dessus, c'est des produits qui sont exempts de diligence raisonnée. Si vous voulez quand même faire une diligence raisonnée accrue sur ces produits, vous pouvez le faire. C'est juste que la réglementation ne vous y oblige pas. Et c'est un peu similaire pour les licences CITES. J'ai pas de slide dessus, mais c'est pareil. Les licences CITES couvrent des produits dont les essences sont en voie d'extinction et dont le commerce est régulé. Donc, pour avoir une licence CITES, un permis CITES, il y a toute une procédure à mettre en œuvre. Donc, la réglementation européenne considère que le risque d'illégalité, il est déjà pris en charge en amont. Vous n'avez pas besoin, pour un produit avec une licence CITES valide, de faire plus de diligence raisonnée.
En termes de petits drapeaux rouges qui doivent attirer l'attention et vous faire vous dire « Ah, je dois faire plus attention », il y a pas mal de pays ou de régions avec des cas documentés de récolte illégale. C'est seulement quelques exemples ici, où on a la Birmanie notamment, l'Amazonie, l'Ukraine et le Congo. Je pense que c'est Congo. Kinshasa, ou c'est les deux Congos, je ne me rappelle plus sur quoi porte ce rapport, mais voilà quelques exemples de régions où votre vigilance doit être accrue parce qu'il y a des cas bien documentés de récolte illégale assez importante. Quoi qu'il arrive, une fois qu'on a fait ce travail un peu préliminaire, si vous voulez, d'identification, des cas d'exemption, des cas de risque concluants et des cas de situations un peu qui doivent porter l'alerte, de toute façon, on doit faire ce travail approfondi d'identifier les risques d'illégalité au niveau du pays. Pour faire ce travail, je vais revenir un petit peu sur ce que ça veut dire de faire une analyse de risque, avec un visuel qui, j'espère, va un peu vous apporter un autre éclairage. Quand on fait une évaluation de conformité, ce qui se passe, c'est qu'on va identifier pour tous les acteurs les règles auxquelles ils sont soumis. Par exemple, pour la forêt, pour ce cas fictif, j'ai identifié 4 règles. Pour les usines et les scieries, il y a 3 règles. Et pour les commerçants, il y a 2 règles. L'évaluation de conformité va consister à identifier toutes ces règles et à vérifier une par une qu'elles sont bien appliquées, sans se poser de... Une analyse de risque, en revanche, va ajouter une étape à ce processus, mais va simplifier au final la quantité de travail à fournir. Une analyse de risque va consister à se demander quelles sont les règles, mais également dans quelle mesure elles sont appliquées strictement et quelle est la probabilité de non-conformité à ces règles. Et une fois qu'on a fait ce travail d'analyse en amont de la probabilité de non-application des règles, c'est seulement sur les règles qui ont une chance de ne pas être appliquées qu'on va se concentrer. Et les règles qui sont de manière générale bien respectées, on va pouvoir, pas les ignorer, mais les laisser de côté. Donc voilà un petit peu ce processus d'analyse de risque qui rajoute une étape en amont, assez analytique, assez complexe, mais qui au final doit vous permettre de gagner du temps sur les vérifications et sur le travail fourni par rapport à une évaluation où on va regarder toutes les règles et vérifier toutes les règles une par une. Donc ces étapes un petit peu, c'est voilà, quels sont les risques présents dans le pays de récolte du bois? Est-ce qu'ils sont pertinents pour ma chaîne d'approvisionnement? Et si oui, éventuellement, est-ce qu'ils ont déjà été atténués par quelque chose, comme une action ou un document? Je vais vous présenter un petit peu un cas hypothétique pour apporter un peu de concret à cet exercice-là. Dans ce cas hypothétique, je suis une entreprise qui importe du bois dans l'Union européenne. Ce bois est issu de plantations forestières et il est récolté dans le pays X. Je me suis renseignée un petit peu, soit j'ai fait l'analyse moi-même, soit j'ai trouvé une tierce partie qui avait fait cette analyse de légalité pour le pays X. J'ai trouvé 3 risques d'illégalité dans le domaine forestier pour ce pays. Le risque numéro 1, c'est que le bois soit surexploité dans les forêts naturelles. Donc, les entreprises forestières dépassent souvent les quotas qui leur sont alloués réglementairement. Eh bien, je peux dire que dans ce cas-là, ce n'est pas applicable à ma chaîne d'approvisionnement parce que pour moi, je n'importe que du bois qui vient de plantations forestières. Or, ce risque-là, il est applicable aux forêts naturelles. Donc, je peux le mettre de côté et considérer que ça ne s'applique pas à mon cas. Le deuxième risque hypothétique est celui que la récolte soit effectuée sans que le permis de récolte annuel ne soit délivré par les autorités forestières. Dans mon cas hypothétique, peut-être que j'ai déjà reçu ce permis de récolte. Mon fournisseur me l'a envoyé, je n'ai pas forcément eu besoin de lui demander, il me l'a envoyé, je l'ai déjà dans les mains. Donc je peux, et j'ai vérifié sa validité. Je suis satisfaite par rapport aux dates, aux tampons, j'ai peut-être même été jusqu'à vérifier sa validité dans une base de données. C'est un permis, il est valide, il est présent. Ce risque-là donc a déjà été atténué sans action supplémentaire de ma part. Et enfin, le troisième risque, c'est le risque que les accords sociaux obligatoires avec des communautés locales ne soient pas signés avant la récolte. Ce risque-là, a priori, il s'applique à tous les cas. Je ne vois pas de détails. Il s'agit d'un exemple fictif. Je ne suis pas sûre que ça puisse se vérifier en réalité, mais mettons. Il n'a pas été atténué. Je n'ai pas d'éléments qui me renseignent sur ça. Et donc, c'est ce risque-là sur lequel je vais mettre l'accent et me concentrer. Et je vais devoir atténuer ce risque. Voilà un petit peu le processus de réflexion autour de les risques d'illégalité par rapport au pays d'origine. Enfin,
sur cette action d'analyse de risque, la dernière question à se poser, c'est celle de la complexité de la chaîne d'approvisionnement. Le RBUA parle de complexité de la chaîne d'approvisionnement. En vrai, ce qu'on vous demande d'identifier, c'est le risque de mélange. C'est la détection du fait que les matériaux puissent être mélangés avec du matériel inconnu et ou du matériel récolté ou commercialisé illégalement. L'idée étant que si c'est du matériel inconnu, vous ne savez pas d'où il vient, il est possible qu'il soit récolté ou commercialisé illégalement. Contrairement au travail sur la légalité, c'est un travail qui est fait seulement dans le pays de récolte. Ce travail d'identification des possibilités de mélange, c'est un travail qui doit être fait sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Les questions qu'on peut se poser, c'est, par exemple, est-ce que tous les matériaux qui sont inclus dans le produit final ont été bien identifiés et bien analysés? Et dans un deuxième temps aussi, si potentiellement il y a du bois qui est potentiellement inclus que je n'ai pas identifié, est-ce que ce bois comporterait un niveau de risque différent? Est-ce qu'il viendrait d'un autre pays? Est-ce qu'il viendrait d'une toute autre région dans le même pays? Est-ce qu'il viendrait d'une forêt complètement voisine et similaire de celle qui m'a été déclarée? C'est des éléments qui peuvent un peu nourrir cette réflexion et l'appréciation finale du risque de mélange. Je parle beaucoup. Encore un petit sondage. À vous de jouer. Je pense que c'est ce sondage que je voulais lancer. Alors, à votre avis, sur la base aussi de ce que je viens de dire, pour évaluer le risque de mélange avec une matière inconnue, que doit-on prendre en compte? Quelles entités doit-on prendre en compte, plus exactement? Alors, je vais fermer et partager. Donc, vous voyez que les réponses sont assez unanimes sur toutes les entités de la chaîne d'approvisionnement, effectivement, doivent être prises en compte. Alors, pourquoi pas seulement les unités de transformation? Eh bien, tout simplement parce qu'une entreprise qui ne ferait que du stockage, par exemple, peut aussi tout à fait mélanger, même si elle ne transforme pas le bois. Une entreprise qui ne fait que stocker du bois scié pourrait, si elle a pas un bon système de traçabilité en interne, pourrait tout à fait mélanger du bois scié qui vient de la forêt A, B et de la forêt C. Donc, c'est vraiment toutes les entités de la chaîne d'approvisionnement qu'il faut prendre en compte. Quelques autres petits facteurs, encore une fois, qui peuvent vous indiquer, qui peuvent vous aider à éclairer votre jugement final sur le risque de mélange. Ça peut être la longueur et l'itinéraire de la chaîne d'approvisionnement. De manière générale, plus vous allez avoir d'entités et de pays différents, plus le risque de mélange va être élevé. La complexité du produit en lui-même est aussi une bonne indication. Les produits qui ont beaucoup de composants différents vont être plus sujets au risque de mélange. De même que les matériaux qui sont composites, où on va mélanger beaucoup de fibres de bois, souvent issues de beaucoup de forêts différentes. Se poser la question aussi des systèmes de ségrégation et de traçabilité en place dans les entreprises, dans les usines ou les entreprises de stockage. Constater des importants écarts de volume, ça peut aussi être une indication du risque de mélange. Encore une fois, voilà, si vous importez des milliers de mètres cubes de bois et que au niveau de la forêt, ce qu'on vous déclare, c'est une forêt qui fournit, qui fait que 100 hectares et qui fournit quelques dizaines de mètres cubes de bois, vous pouvez vous poser la question si vous avez effectivement identifié toutes les sources d'origine de votre bois. Voilà des petites questions qu'on peut prendre en compte. Et pour illustrer ça, voilà quelques visuels peut-être. Les produits qui ont beaucoup de composants, souvent, sont assez sujets à l'oubli de certains composants. Le plaquage, par exemple, est très souvent laissé de côté, alors que c'est un matériau très important et qui souvent vient de sources d'origine de pays complètement différents du MDF, par exemple, qui peut être au cœur du produit. Les chevilles en bois, c'est aussi théoriquement des éléments qui doivent être analysés et dont la source doit être identifiée. Sur la droite, vous voyez le cas où un produit qui à 90% consisté d'une même essence peut aussi être mélangé à toute petite part par infime de produits, par exemple, qui vient de bois tropical, donc d'un tout autre pays, et qui peut être du bois vierge, donc pas du bois de récupération, mais qui doit être analysé de la même manière. Et donc, vous devez identifier les pays d'origine. On n'a pas dit que c'était simple, mais on doit le faire. Voilà, s'interroger sur les systèmes de ségrégation, c'est aussi une bonne manière. Voilà, ça peut être juste un dialogue aussi avec votre fournisseur pour essayer de voir, pour qu'il vous explique, voilà, comment lui
si c'est une scierie ou un fabricant, comment il détermine qu'il peut vous assurer que le bois qu'il vous vend, c'est du bois qui vient de tel pays et pas de tel autre pays, de telle forêt et pas de telle autre forêt. Voilà pour la partie évaluation des risques. J'espère que je n'ai perdu personne. Je vous propose, parce que je parle beaucoup, on va avoir une un peu plus longue pause après. Je vous propose de faire une pause juste toute petite pause de 5 minutes. On peut même d'aller chercher un thé, un café, un verre d'eau, ou de respirer juste un peu et de reprendre dans... quelle heure est-il? Il est 10h38. On peut reprendre à 10h43. Vraiment une petite pause pour respirer, mais on va reprendre très vite sur l'étape suivante d'atténuation des risques. Alors, j'espère que ce n'est pas trop d'informations d'un coup, mais que vous avez pu respirer un petit peu. On va passer donc à notre étape d'atténuation des risques qui doit être menée si on a identifié des risques qui sont applicables à notre chaîne d'approvisionnement. Alors, de manière générale, mieux on comprend un risque, on va dire, plus il est facile de l'atténuer. C'est pour ça qu'on part du niveau le plus général, au niveau du pays, qu'est-ce qui se passe dans mon pays de récolte, au niveau le plus détaillé possible sur exactement quel est ce risque et qu'est-ce que je peux faire pour l'atténuer. Chaque risque identifié doit être abordé et atténué individuellement. Il arrive en fait sur certains pays qu'il y ait 20 risques différents d'illégalité sur le permis, le paiement des taxes. J'en ai montré que 3 tout à l'heure, mais il peut y avoir des situations où vous avez identifié beaucoup de risques et vous devez tous les atténuer séparément. D'autre part, l'atténuation des risques, elle peut aussi être progressive et se produire en plusieurs étapes. On va le voir, récolter de nouveau de l'information, c'est en soi une action d'atténuation des risques. Donc peut-être que par exemple, vous allez avoir besoin de récolter de nouveau de l'information, ne serait-ce que pour identifier le pays de récolte, qui parfois n'est pas forcément identifié au premier abord. Et une fois ce travail identifié, vous allez peut-être devoir encore récolter de l'information pour identifier la forêt. Et en fonction de ça, vous allez peut-être demander des documents spécifiques à cette forêt. Donc voilà, juste encore garder en tête que c'est un processus complexe, on en est conscient, qui demande du temps et de l'investissement, mais qui peut être vraiment circulaire, qui peut être y compris dans les étapes d'atténuation des risques. Et on montrera un cas concret à la fin de ces slides. Il n'existe pas une liste stricte et unique d'actions disponibles. Donc le RBUE ne vous dit pas voilà toutes vos options et où pour telle situation vous devez faire ça, pour telle situation vous devez faire ça. Donc vous avez vraiment un panel et un peu une liberté créatrice, on va dire, sur les actions d'atténuation. Mais il est très important que tout ce que vous faites pour atténuer les risques soit enregistré d'une part et soit vérifié en tant qu'action efficace. Vous devez être capable de vérifier et de justifier l'efficacité des actions mises en place. Évidemment, ce travail-là, il est très difficile si vous n'avez pas un bon niveau de coopération avec vos fournisseurs. Donc, la coopération avec les fournisseurs et leur volonté de vous appuyer dans l'atténuation des risques, elle est essentielle. Quelles sont les mesures, un petit exemple de mesures disponibles. Mais d'abord, un petit sondage pour vous réveiller. Donc, selon vous, quelles sont les mesures adaptées à l'atténuation du risque sur les chaînes de traçabilité bois? Ok, je pense qu'on peut fermer et partager. Donc là, on a des réponses assez variées. La récolte de documents, je pense, fait l'unanimité, les audits également, mais pas forcément sur les produits certifiés, sur le remplacement de la chaîne et sur les analyses de poids. Alors, c'est des petits sondages qu'on peut faire qui ne sont pas très détaillés, mais l'idée, c'est qu'en fait, encore une fois, toutes les actions peuvent être pertinentes en fonction des cas, mais toutes les propositions que vous avez vues s'afficher peuvent être pertinentes en fonction du cas. Sur ce visuel, vous voyez une partie des actions possibles qu'on peut diviser en 2 grandes familles, mais c'est une division un peu arbitraire. C'est juste pour essayer de s'y repérer un peu. On peut éviter les risques en changeant quelque chose dans la chaîne d'approvisionnement, que ce soit un fournisseur ou le matériel, l'origine du matériel.
On peut aussi contrôler les risques avec des actions qui vont nous permettre de faire ce travail encore de vérification au plus près de la légalité du droit, de vérification des informations avec des tests, par exemple, des consultations des parties prenantes, des audits où on va faire des observations directes. Ça, c'est plutôt la famille de contrôle du risque. Je vais passer sur quelques options une par une, pour qu'on en parle un petit peu. La collecte d'informations supplémentaires qui a fait l'unanimité est assez évidente et effectivement, dans la plupart des cas, c'est la première étape de l'atténuation du risque et c'est même quelque chose qui doit être fait dans presque tous les cas d'analyse du risque sur une chaîne d'approvisionnement. Elle est nécessaire quand l'information est manquante ou incomplète, en particulier sur les informations qu'il est obligatoire de recueillir. Elle peut aussi être importante lorsque le risque d'illégalité en lui-même, il est lié à l'absence ou à la validité de certains documents. Auquel cas, la mesure d'atténuation la plus logique va être de récolter ce document pour vérifier qu'il existe bien, qu'il a bien été délivré et qu'il est authentique. C'est un peu l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec le risque d'absence de permis de récolte. Si ce risque existe, l'action d'atténuation, ça va être de le collecter. Et là, on aura atténué le risque qui n'existe pas, puisqu'on l'aura entre nos mains. Ça peut être aussi un objectif, comme on l'a déjà dit, de double vérification, de vérifier la même information par un autre biais. Par exemple, utiliser des tests labo du bois, c'est une manière d'obtenir des informations supplémentaires pour vérifier l'origine et ou l'espèce. Donc voilà un peu pour cette étape assez récurrente, on va dire, de collecte d'informations supplémentaires comme action d'atténuation du risque. Et parfois, ça se mélange un petit peu entre l'étape initiale de collecte de documents, l'étape d'analyse, on va redemander des documents. C'est en soi une action d'atténuation de risque. C'est pas toujours formulé comme ça. Mais en tout cas, sachez-le que ça fait partie de ce que vous allez mettre en œuvre pour atténuer le risque. Remplacer les chaînes d'approvisionnement. Désolée, je viens de voir dans les questions, j'avais pas remarqué, on voit pas ton écran. Est-ce que ça fait longtemps? Je crois. Ah, c'est le... Désolée. Est-ce que c'est le sondage qui a... Oui, sûrement. Attendez, excusez-moi. J'espère que j'ai été claire, même sans visuel. Voilà. Voilà, ça va mieux. Alors, désolée, attendez. je viens de... D'accord. Je pense que c'est depuis le sondage. Donc en fait, voilà l'arbre. Voilà. Je ne l'avais pas vu. Avec les deux familles. Voilà, Merci Laetitia. Désolée à tous les participants. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc ce que je mentionnais, c'était voilà, les deux grandes familles de éviter le risque ou contrôler le risque. Et voilà. Je viens de parler de quand est-ce qu'on a besoin de collecter des informations supplémentaires. Je ne pense pas avoir besoin de revenir sur les... J'espère que j'ai été assez claire à l'oral. Et j'allais parler de remplacer les chaînes d'approvisionnement. Parfois, il suffit de changer une petite chose dans sa chaîne d'approvisionnement. Ça peut être seulement une entité ou un produit de la chaîne d'approvisionnement. Ça peut être une origine, ce qui va impliquer le fait de changer la forêt d'origine ou les forêts d'origine. Ça peut être le fait de demander du matériel certifié. Dans certains cas, des entreprises certifiées peuvent être en mesure de vous vendre du matériel non certifié comme du matériel certifié. Donc, il va pouvoir s'agir de demander du matériel certifié ou de changer les espèces, ou de changer voilà, la structure de la chaîne d'approvisionnement. Voilà, y a pas de, ça dépend vraiment de où est le risque en fait. Est-ce que c'est un risque de mélange que vous avez détecté ou est-ce que c'est un risque qui est lié à une forêt, à une espèce, etc. Ça peut être aussi, et je n'avais pas vu beaucoup de réponses, mais vous pouvez aussi remplacer toute la chaîne d'approvisionnement. Je sais que parfois c'est plus simple. C'est jamais une obligation, mais ça peut être une option. Ça, c'est un exemple pour illustrer que parfois, il suffit de changer une petite chose dans la chaîne d'approvisionnement pour... ça peut suffire pour atténuer le risque. C'est un exemple fictif, mais je pense que ça pourrait se vérifier dans la réalité, où on a une scierie qui s'approvisionne dans 4 forêts, 4 concessions forestières.
différentes, dont une se situe à proximité d'une zone protégée, par exemple un parc national. Et dans ce pays, il y a un risque élevé que les unités de gestion forestière qui sont situées à proximité des zones protégées s'approvisionnent dans ces zones protégées et donc outrepassent les limites de leur concession forestière et aillent récolter du bois qui ne doit pas être récolté. Dans ce cas-là, par exemple, ça peut être considéré comme approprié de demander à la Syrie soit de ne plus s'approvisionner envers cette unité de gestion forestière qui est à risque, alors que les autres ne sont pas à risque, ou d'arrêter de vous vendre du matériel qui provient de cette unité de gestion forestière spécifique. Bien évidemment, il ne suffit pas de demander, il va falloir aussi vérifier que cette mesure est effectivement bien mise en œuvre au niveau de la Syrie. Mais c'est juste pour vous montrer que parfois, ce n'est pas nécessaire de changer toute la chaîne d'approvisionnement. Vous pouvez continuer à travailler avec les mêmes acteurs si vous avez ciblé qu'il y a par exemple une seule forêt qui doit être enlevée de votre chaîne d'approvisionnement parce qu'elle est trop à risque. Donc voilà, cet exemple pour illustrer ce qui peut être fait. Le fait de mettre en œuvre des procédures au niveau des fournisseurs, là on parle, ça peut aussi être quelque chose d'important. Ça peut anticiper le fait pour eux de demander plus d'informations et de documentation à leurs propres fournisseurs, de manière à vous permettre de faire votre diligence raisonnée plus facilement et plus efficacement. Vous pouvez même travailler avec eux pour qu'ils effectuent en amont des vérifications avant de vous vendre les produits. Donc, vous pouvez leur décharger une partie de votre diligence raisonnée pour que le travail soit déjà bien préparé par vos fournisseurs. Ça peut aussi être ça peut aussi se concentrer sur le fait d'améliorer, de renforcer les systèmes de traçabilité et de ségrégation chez les fournisseurs. Donc, par exemple, si vous avez identifié un risque de mélange chez votre fournisseur direct ou un de ses fournisseurs à lui, il peut s'agir de travailler sur le moyen long terme pour renforcer leur système de traçabilité pour que vous soyez sûr que tout le bois que vous recevez vient de tel pays, telle forêt, telle région. C'est important, ce travail peut être important dans les cas notamment où il y a des difficultés avec la langue et en prenant en compte que les fournisseurs ils sont plus proches des zones à risque, ils ont probablement aussi des connaissances locales. Et au-delà de ça, la diligence raisonnée, l'objectif c'est aussi quelque part d'améliorer toute la chaîne et les actions de tous les acteurs de la chaîne. Donc voilà, demandez à vos fournisseurs de mettre en place certaines procédures pour certains risques, ça peut être une option intéressante. Auditer les fournisseurs, donc se rendre sur place pour réaliser des observations directes. C'est aussi quelque chose, là, je pense qu'il y avait un consensus sur cette option. Je sais qu'elle n'est pas énormément mise en œuvre ou qu'elle pourrait l'être plus, même si ça a un coût certain, c'est vrai. C'est une action qui peut être faite soit comme action d'atténuation de risque initiale pour vérifier plus en avant la conformité légale des entités de la chaîne d'approvisionnement et l'absence de risque d'illégalité. Ça peut être aussi quelque chose qui est fait dans un second temps pour vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation de risque. Par exemple, si vous demandez à un fournisseur de renforcer ses systèmes de ségrégation du matériel au sein de son usine, ça peut être une première action. Quand il vous dit qu'il l'a fait et qu'il est prêt, vous pouvez aller vérifier sur place pour vérifier l'efficacité de cette mesure. Et là, il y a quelques autres exemples sur la santé et la sécurité dans les scieries ou bien des opérations de récolte qui seraient menées en dehors de zones protégées. Ça, c'est des risques d'illégalité qu'il est plus facile, en tout cas, de vérifier en allant sur place, faire des observations directes. Réaliser des audits, ça peut être donc au-delà des observations visuelles directes, ça peut être aussi l'occasion de réaliser des entretiens avec les responsables de l'entreprise, avec le personnel de l'entreprise, avec les parties prenantes. Et ça peut être aussi, dans certains cas, une façon plus facile d'accéder aux documents. Je pense notamment au cas où un fabricant de matériaux composites comme du MDH, par exemple, s'approvisionne dans beaucoup de forêts. Ça peut être plus simple pour vous d'aller consulter les documents sur place que de lui demander de vous envoyer des gigabytes de documents informatiques avec des transferts qui ne marchent pas toujours bien et avec une montagne de documents dont vous ne savez pas trop quoi faire. Ça peut être plus facile, alors soit en présentiel, soit même vous pouvez organiser des audits à distance avec une journée ou une demi-journée d'échange avec votre fournisseur.
pour qu'il y ait ce dialogue et pour lui dire, pour lui demander de vous expliquer voilà, où il s'approvisionne, comment il effectue la traçabilité au sein de son usine, qu'il vous montre des exemples de documents, sans forcément avoir besoin de tout regarder, mais ça peut être une manière de vous rassurer sur les informations que vous avez obtenues et sur les risques que vous avez potentiellement identifiés. Et finalement, remplacer des fournisseurs, c'est un peu similaire aussi à changer la chaîne, c'est plus pour rappeler que parfois vos fournisseurs directs ne vont pas forcément être disponibles ou disposés à collaborer et à vous fournir les informations. Ça peut être notamment le cas d'informations complètement obligatoires comme les essences et les pays d'origine. Et dans ces cas-là, si vous faites face à un fournisseur qui n'est pas disposé à vous donner ces informations obligatoires, il peut être important de remplacer ce fournisseur et de remplacer du coup par la même occasion toute votre chaîne d'approvisionnement. Un petit cas concret, donc voilà un peu un panorama de quelques actions que vous pouvez mettre en place. Il y en a d'autres. Juste pour illustrer un peu tout ça avec une étude de cas qui est adaptée d'un cas réel où une entreprise importatrice de bois importe du chêne de son fournisseur qui est situé dans la province de Jilin en Chine, donc l'usine est située là-bas. Et cette usine a déclaré que tout le bois, tout ce chêne était récolté dans la même province, Jilin en Chine. Le travail d'analyse de risque a été effectué et a donné lieu à des petits drapeaux rouges à la fois sur l'origine et à la fois sur l'espèce. Parce que c'est une espèce, c'est Quercus mongolica, qui a été assez largement récoltée illégalement et c'est une zone particulièrement à risque. Donc là, hop, on accroît notre niveau de vigilance parce que à la fois l'espèce et l'origine présentent des niveaux de risque d'illégalité élevés. L'action qui a été choisie par cette entreprise, c'est dans un premier temps, première action d'atténuation de risque, d'effectuer des tests de bois en laboratoire, de manière à vérifier, à recouper cette information sur les espèces et sur l'origine. Les produits ont été envoyés à un laboratoire et les résultats ont montré que l'origine la plus probable, c'était plutôt la Russie. L'espèce était la bonne, mais l'origine déclarée, manifestement, n'était pas fiable. Suite à cette première étape d'analyse de risque, d'autres mesures d'atténuation ont été mises en œuvre. La première étant que la source du bois, la source des forêts, a été modifiée et tout le chêne a été sourcé depuis les États-Unis. L'usine en Chine continuait à être présente dans la chaîne d'approvisionnement et l'importateur européen a continué à travailler avec cette usine, mais lui a demandé de changer son approvisionnement pour les États-Unis et a travaillé avec lui pour créer cette nouvelle source d'approvisionnement. Ensuite, il y a eu un gros travail qui a été fait, par exemple, pour former le personnel de l'usine en Chine, pour mettre en place une procédure en amont de vérification des documents sur le bois qui venait des États-Unis et également pour renforcer le système de chaîne de traçabilité au sein de l'usine. Et enfin, au final, l'entreprise a aussi décidé de mettre en place des tests labo réguliers pour bien vérifier que seul le chêne des États-Unis est présent et leur est vendu. Donc voilà un peu un exemple de la manière dont, bon là c'est un cas très complexe avec un fort niveau de risque, mais c'est un peu un bon exemple pour illustrer le fait qu'il peut y avoir vraiment plusieurs étapes nécessaires avant d'arriver à un niveau de risque faible dont on est satisfait. Oups. Donc voilà un peu notre petite boucle. Là, c'est un bon exemple où on a fait plusieurs fois le tour entre le recoupement de l'information, l'évaluation, l'atténuation, d'autres actions d'atténuation des risques avant de pouvoir évaluer un risque faible et mettre le bois sur le marché. C'est très important, encore une fois, de bien garder des registres et de bien enregistrer toutes les actions mises en place. Je constate souvent qu'il y a des choses qui sont faites et très intéressantes et qui ne sont pas enregistrées. Notamment, par exemple, il y a des audits fournisseurs qui sont faits, alors parfois dans un esprit plus de relations commerciales, mais où vous allez en profiter pour faire des vérifications sur la légalité. Et ça va être enregistré nulle part, alors que c'est très important. Donc, bien enregistrer toutes les actions d'atténuation de risque qui sont menées et aussi bien enregistrer, être capable de justifier que cette action est suffisante et est pertinente pour atténuer le risque. Et tant que le risque n'est pas entièrement atténué, ou tant que tous les risques ne sont pas atténués,
continuer à mettre en œuvre certaines actions et trouver le moyen d'atténuer ces risques. Voilà un peu pour nos étapes et tout notre processus de diligence raisonnée qui doit nous permettre, dans l'idéal, d'arriver à un matériau bois qui est à faible risque d'illégalité et qui peut donc être mis sur le marché de l'Union européenne. Je vais conclure cette longue présentation par quelques mots sur la certification et les systèmes de diligence raisonnée. Alors, je voudrais signaler qu'il y a prochainement une session additionnelle spécifiquement sur cette question qui va être conduite en partenariat avec l'ATIBT, qui est prévue pour début avril, si je ne me trompe pas, le 7 ou 8 avril. Donc, si cette question vous intéresse, je vous invite à nous l'indiquer ou à jeter un œil sur nos réseaux et sur notre site internet. On va publier très prochainement les liens pour s'inscrire. Ça sera a priori 3 heures spécifiquement sur cette question. Voilà. Donc là, je vais passer 5-10 minutes pour balayer un peu, mais il y a beaucoup de choses à dire sur cette question. Je vous invite à rester en contact avec nous si ça vous intéresse de faire une session additionnelle sur cette question. La réglementation bois de l'Union européenne n'accepte pas automatiquement les matériaux certifiés, de la même manière qu'un matériel couvert par une licence FLEGT ou une licence ou un permis CITES est automatiquement accepté. Donc, ça veut dire que un matériel certifié, du bois certifié, doit être inclus dans tout le processus de diligence raisonnée. Cependant, ça ne veut pas dire que cette certification n'a aucune utilité dans votre processus de diligence raisonnée, bien au contraire. C'est quelque chose qui peut être utilisé lors de l'évaluation des risques ou comme mesure d'atténuation des risques. C'est un facteur qui peut diminuer le niveau de risque et qui peut aussi réduire considérablement le niveau de vérification et le niveau de preuve que vous allez exiger. La réglementation bois de l'Union européenne énumère certaines exigences relatives à la robustesse des systèmes de certification en place et donne quelques conseils. Je vous invite à aller lire ce texte dans la référence est ici. C'est assez clair et simple à comprendre. Alors, une des raisons, c'est qu'il n'y a pas d'acceptation automatique, c'est qu'il y a une variété de systèmes de certification qui ont chacun leur spécificité. PEFC et FSC sont les plus connus, et c'est des systèmes de certification qui se concentrent sur la gestion durable des forêts, ce qui inclut la légalité de l'exploitation forestière et des exigences de chaîne de traçabilité des matériaux. Vous avez d'autres systèmes de traçabilité, OLB est assez connu dans les pays francophones, qui se concentrent sur la gestion légale des forêts et sur la chaîne de traçabilité. Vous avez également notre propre système qui s'appelle Legal Source, qui lui est plus centré sur la diligence raisonnée, mais qui inclut également la gestion légale, qui peut inclure la gestion légale des forêts et la chaîne de traçabilité. Et enfin, vous avez une pléthore d'autres potentiels systèmes de certification qui s'appliquent, qui ont chacun leur spécificité. Donc l'idée, c'est que l'Union européenne n'approuve pas automatiquement ni l'un ni l'autre de ces systèmes de certification. Ce qui est important quand on utilise un système de certification dans le cadre de la réglementation européenne, c'est d'avoir une bonne connaissance et une bonne maîtrise de ce que le système de certification couvre, c'est-à-dire est-ce que le système de certification que je veux utiliser couvre bien la législation applicable telle qu'elle est définie par le RBUE. On l'a vu, il y a 5 catégories légales qui sont définies par le RBUE, ce qui est assez conséquent. Ça peut arriver qu'un système de certification, par exemple, ne se concentre pas sur les taxes et le paiement des frais liés à l'exploitation. Sachant que c'est des systèmes que tout le monde peut développer. Donc, par exemple, moi, demain, je pourrais me lever et développer mon propre système en me disant « ça ne m'intéresse pas les taxes et les frais, je ne vais pas le prendre en compte ». Bien, si vous voulez utiliser ce système qui ne prend pas en compte une catégorie légale qui est, elle, obligatoire sous la réglementation européenne, vous allez devoir l'identifier et le comprendre. Et vous allez devoir la traiter de manière séparée. Donc, c'est important de bien comprendre, quand on utilise un système de certification, qu'est-ce qu'il recouvre. Et est-ce qu'il recouvre bien la légalité de l'exploitation du bois. Est-ce que c'est bien quelque chose qui va être vérifié par les auditeurs qui vont délivrer les certificats. Le deuxième élément, c'est un peu un élément de qualité, c'est-à-dire de comprendre et de vérifier que le système de certification a des éléments qui maintiennent sa solidité et sa crédibilité. Notamment, ça c'est une obligation, c'est le système de chaîne de traçabilité, donc s'assurer que le matériau qui provient d'une forêt certifiée va bien être contrôlé tout le long de la chaîne de valeur jusqu'à vous. Ça peut être d'autres éléments sur le contrôle des intrants qui proviennent
de forêts non certifiées, ce qui peut arriver dans une moindre mesure, mais ce qui arrive. Également, la possibilité de contrôler les fausses allégations et de déclarations de certification. Donc voilà, ça c'est assez important de comprendre et de maîtriser quel système de certification on veut utiliser et de pouvoir justifier de sa robustesse et du fait qu'il couvre bien les catégories légales définies par le RBE. Et pour info, il y a déjà 2 évaluations FSC et PEFC qui sont disponibles. Et il y en a d'autres qui devraient arriver bientôt puisque la Commission européenne a demandé une étude plus complète de comparaison entre la réglementation européenne et une série de systèmes de certification. Je pense que ces rapports, si ça vous intéresse, vont être publiés d'ici la fin du mois. Et donc, il y aura des évaluations à jour pour FSC, PEFC et quelques autres systèmes de certification que je n'ai pas en tête, mais si ça vous intéresse, vous pouvez revenir vers nous, on vous dira ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, si un système de certification est jugé comme approprié, il est assez robuste, il couvre bien toutes les catégories légales. Dans ce cas-là, eh bien, d'une part, l'obligation de recueillir des informations sur tous les pays d'origine et toutes les espèces incluses dans le produit est toujours applicable. Le RBUE ne vous dispense pas de recueillir ces informations, même si votre produit est certifié. Et d'ailleurs, les systèmes de certification, comme notamment FSC, se sont adaptés à cette obligation et ont demandé ils ont inclus dans leur référentiel le fait que les entreprises peuvent communiquer si on leur demande les pays d'origine le long de la chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est un premier élément à garder en tête qui peut être assez compliqué parfois quand on a du matériel certifié qui vient de beaucoup de pays différents. Mais vous devez recueillir cette information. Ça peut être des déclarations si vous avez confiance dans ces déclarations. D'autre part, c'est quand même assez important de prendre en compte le degré de corruption des pays, des régions dans lesquelles le produit transite. Les systèmes de certification sont pas exempts de fausses déclarations. C'est des choses qui peuvent arriver, même si le système est très robuste. C'est extrêmement compliqué de travailler dans des environnements très complexes où il y a beaucoup de corruption. C'est encore une fois un facteur qui doit informer votre jugement et peut-être vous amener à faire quelques vérifications supplémentaires sur la traçabilité de la chaîne, par exemple. Pas forcément sur les risques d'illégalité en eux-mêmes, la manière dont la forêt est gérée, etc. Mais peut-être que ça, en tout cas, nous, notre approche souvent, c'est de se dire on va faire des efforts sur la traçabilité de la chaîne dans ces cas-là. Mais c'est une autre approche. Donc voilà, donc 2 éléments à garder en tête. Au-delà de ça, un système de certification qui vérifie la légalité, normalement, vous permet de ne pas forcément se pencher sur tous les risques qui existent dans le pays de récolte, puisque on part du principe que les auditeurs et les systèmes de certification sont là déjà pour prendre en compte les vérifications de la légalité de l'exploitation forestière et la traçabilité ensuite des produits. Cependant, c'est très important de aussi vérifier la validité des déclarations de certification. C'est important de ne pas oublier qu'une entité qui est certifiée, qui est détentrice d'un certificat, elle peut vendre à la fois des produits certifiés, qui vont être audités, vérifiés et tracés, mais aussi des produits non certifiés. C'est tout à fait permis par le système de certification. Donc, par exemple, une usine peut avoir, de manière simplifiée, 2 lignes de production qui sont complètement séparées, et les auditeurs ne vont se concentrer que sur la traçabilité au sein de la ligne de production certifiée. Ce qui veut dire que l'usine traite de matériaux non certifiés, d'autre part, qui ne seront pas vérifiés, qui ne seront pas forcément tracés, et on ne peut pas savoir comment est gérée la forêt d'origine. Donc ça, c'est important de garder en tête, et c'est pour ça que c'est important de vérifier la validité de la déclaration de certification du produit. C'est-à-dire que l'entreprise, les entités de la chaîne d'approvisionnement sont détentrices d'un certificat, et les produits qu'elles vous vendent sont aussi sujets à la déclaration de certification, ce qui prouve le lien entre ces produits et le système de certification, et en amont, la forêt certifiée. Donc voilà, vérifier la validité des déclarations des produits, c'est important. Souvent, c'est sur les documents de vente et de transport que ces déclarations, vous allez voir des déclarations du type FSC 100%, 70% PEFC, etc. Ça, c'est les déclarations avec le code de l'entreprise certifiée. Ça, c'est la manière de vérifier le produit. Et ensuite, vérifier la validité du certificat de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui aussi peut être fait. De préférence, si possible, à partir de bases de données publiques et officielles.
Pourquoi? Je vois beaucoup de certificats PDF qui circulent. Cependant, en théorie, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver, une entreprise peut se voir délivrer un certificat et puis ce certificat, il est valable de manière générale, mais ça c'est différent selon les systèmes, plusieurs années, par exemple 5 ans. Mais au bout de 2 ans, par exemple, l'entreprise pourra décider de ne plus vouloir de cette certification. Le PDF resterait là. Ou bien le certificat il pourrait être terminé pour de graves non-conformités au système et le PDF sera toujours là. Donc, l'existence de bases de données publiques officielles, c'est vraiment très important et ça vous permet de savoir au jour même quel est le statut du certificat d'une entité, s'il est toujours en cours de validité. J'ai déjà parlé des documents de vente et de transport avec les codes que vous pouvez trouver. Et voilà un exemple. Alors, j'ai pris FSC, mais il y en a d'autres. PEC aussi, une base de données en ligne accessible à tous et qui sont facilement utilisables, où vous pouvez chercher une entité par son nom et ou par son code de certificat. Et donc, c'est assez simple de vérifier que le certificat, il est valide. Et c'est important de le faire et de ne pas forcément s'arrêter à un document PDF qu'on vous enverra.